Pour la suite des ratios de l'analyse financière, je m'intéresserai davantage aux ratios qui impliqueraient aussi bien le bilan que le compte de résultat, et plus particulièrement les ratios du compte de résultat. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous gardez à l'esprit la distinction qu'il y a entre un bilan et un compte de résultat. Pour que vous puissiez capter cette différence rapidement, je vous donne un exemple, une maison en construction qui va passer sur plusieurs stades dans son développement. Si on évalue cette maison à un instant T, on va dire à la fin de 2020 par exemple, eh bien on va avoir une valeur précise de cette maison. Mais si on revient plus tard, on va dire à la fin 2021, on trouvera que la maison est bien avancée dans sa construction. Donc à cette date-là, on va avoir une autre valeur de cette maison. Et si on revient encore une année plus tard, on trouvera la maison peut-être bien construite et bien développée. Et sa valeur, à cette date-là, on va dire 2022, est tout à fait autre que celle de 2021 au 2020. Eh bien, le fait d'évaluer la maison à des dates bien précises, ce qu'on fait en fait, c'est simplement d'établir le bilan. Un bilan, c'est simplement l'image du patrimoine de l'entreprise à une date bien précise. Si je représente ici une ligne de temps, alors j'aurai ici à la fin de chaque année un bilan qui représente l'évaluation globale du patrimoine de l'entreprise. Et le compte de résultat essaye d'enregistrer la variation de ce patrimoine entre ces différentes dates. Et dans le compte de résultat, ce qui fait perdre de la valeur à ce patrimoine, ce sont les charges, et ce qui fait augmenter la valeur de ce patrimoine, ce sont les produits. Avant de vous présenter les ratios du compte de résultat, je vais d'abord vous le présenter. Un compte de résultat, comme le bilan, s'établit avec deux colonnes, la colonne des produits à droite et la colonne des charges à gauche. Dans le compte de résultats, on va avoir trois types de résultats. Et ces résultats sont liés à trois types d'activités différentes. Un résultat d'exploitation, un résultat financier et un résultat exceptionnel. Oui, je prends un petit café, ça m'aide un petit peu à bien me concentrer et présenter les choses clairement. Bien, il me semble que c'est important de faire la distinction entre ces trois types d'activités qui donneraient trois types de résultats différents. Pour les charges d'exploitation, il s'agit de charges ou bien de coûts engagés lors des opérations normales de l'entreprise. Par exemple, payer les salaires, acheter de la marchandise, des matières premières, etc. Toutes ces dépenses rentrent dans le cadre normal de l'activité de l'entreprise. Et pour les produits d'exploitation, il s'agit de revenus générés par l'activité normale de l'entreprise, comme par exemple la vente de marchandises ou une prestation de service qui a été prévue dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise. Maintenant, les charges dans l'activité financière sont liées aux différents coûts liés au financement externe de l'entreprise, comme par exemple le paiement des intérêts sur les crédits que l'entreprise a contractés, la perte de change quand on effectue un paiement avec une devise étrangère, etc. Et par rapport aux produits financiers, c'est un peu l'inverse. Il s'agit de revenus financiers obtenus par l'entreprise dans sa relation avec la banque par exemple, dans le cas où l'entreprise place de l'argent à la banque et reçoit des intérêts. Et l'activité exceptionnelle, comme son nom l'indique, il s'agit de toutes les charges et produits qui ne sont pas liés aux activités normales de l'entreprise. Voilà, ça c'est un bon exemple qui illustre bien une activité exceptionnelle. Un petit accident qui donnerait des frais, des charges pour l'entreprise s'enregistre en comptabilité comme charge exceptionnelle. Et comme exemple de produit exceptionnel, la vente d'une vieille machine occasionnellement s'inscrit tout à fait dans le cadre d'une activité exceptionnelle pour l'entreprise. Pour un investisseur, cette distinction est très importante car ça permet de détacher l'activité principale de l'entreprise des autres activités et savoir oui ou non l'activité est rentable ou pas, sans tenir compte des résultats qui peuvent être exceptionnels pour l'entreprise ou les revenus générés par les placements financiers. Le résultat le plus important dégagé par ce qui a été prévu
dans le cadre du projet d'entreprise se trouve ici dans l'activité d'exploitation. Quoique l'entreprise pourrait avoir des compétences à générer des bons résultats financiers et exceptionnels. Dans ce cadre, il y a une distinction importante par rapport au ratio qu'il faut bien saisir et comprendre. Je reviens à mes deux documents ici. Je vous rappelle que l'installation d'un projet d'entreprise doit être financée de différentes manières. On peut classer en deux types de financement. Vous avez d'abord les capitaux propres et puis vous avez les dettes. Dans ces dettes, on peut faire la distinction entre les dettes à long terme et les dettes à court terme. Il faut bien saisir ces quatre notions avant de passer à l'analyse des ratios qui impliqueraient le compte de résultat. Pour avoir une vision globale avant d'aller au détail, vous avez ici au passif l'argent nécessaire pour financer le projet de l'entreprise qui apparaît ici à l'actif. Et dans cette installation d'entreprise, on peut distinguer entre deux éléments. D'abord, ce qui est installé pour une longue durée, comme l'achat de ce garage, c'est bien ce qu'on appelle actif immobilisé. Et puis, dans cette installation, on va remarquer une autre activité très dynamique qui sert à générer de l'argent. Et tout ce que possède l'entreprise dans ce cadre s'inscrit dans ce qu'on appelle l'actif circulant. Et la valeur totale de l'actif immobilisé et l'actif circulant forment le patrimoine de l'entreprise. Et sa contre-valeur monétaire de quoi est financé ce patrimoine se trouve toujours au passif. Au passif, on indique simplement l'origine des ressources financières qui permettent d'avoir tout ce patrimoine. Et ce patrimoine, on ne peut l'évaluer qu'à un instant T. Après cet instant T, en fait, on va avoir des mouvements au niveau du stock, peut-être une perte de valeur des machines utilisées dans ce garage. C'est ce qu'on appelle les amortissements. On va peut-être avoir l'achat des matières premières, peut-être des marchandises. Mais tous ces frais et pertes de valeur qu'on va constater sont inscrites comme charges ici dans le compte de résultat. Une charge, par définition, c'est une perte de valeur de ce patrimoine en général qui n'est pas récupérable. La seule manière de récupérer ces charges, c'est de vendre en fait les produits pour lesquels l'entreprise a supporté toutes les charges en question. Et la vente de ces produits s'inscrit dans le compte de résultat ici. Et à la fin de l'année, l'entreprise va faire la différence entre les produits et les charges. Et à ce moment-là, on peut avoir deux situations possibles. Soit l'entreprise a généré plus de produits que de charges. Dans ce cas, elle réalise un bénéfice et ce bénéfice va s'ajouter à notre capital ici, lors de l'établissement du prochain bilan à l'instant T plus 1. Et l'ajout de ce bénéfice au capitaux propre va faire remarquer également l'augmentation du patrimoine à l'actif, car ce bénéfice se trouve déjà sur le compte bancaire de la société, ou sous forme de créance si les factures ne sont pas encore réglées par les clients. Dans la deuxième situation, on peut avoir également plus de charges que de produits. Et dans ce cas, on parle d'une perte. Et cette perte également va diminuer notre capital ici et donc le patrimoine de l'entreprise. Alors, si vous avez bien capté le fonctionnement global, général de la comptabilité, vous allez donner plus de sens à chaque détail lors des différentes opérations comptables. Et vous allez donner plus de sens également aux différents ratios que je vais aborder avec vous. Et je commencerai par les ratios de rentabilité.